Bonjour, je suis Gala, je vous retrouve sous un nouveau format dans un podcast spécial confinement. Dans cet épisode, je suis avec mon amie Anne-Sophie Pasquet. On va vous parler de confinement, d'alimentation et de gestion de l'anxiété. La qualité du son n'est pas exceptionnelle, j'ai eu un petit souci d'enregistrement, j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. Allez, c'est parti! Alors Anso, est-ce que tu peux te présenter? Mais oui, avec plaisir. Alors donc je suis Anne-Sophie. Alors je suis future naturopathe, donc je suis en formation pour être naturopathe et je termine ma formation dans quelques mois, enfin si tout va bien vu la situation actuelle. Et puis j'ai aussi un site internet et une chaîne YouTube sur lesquels je parle de véganisme et aussi d'alimentation et de santé. Donc voilà, sur différents thèmes qui sont liés voilà, vraiment à l'alimentation, la santé, et puis voilà. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup? Comment on trouve ta chaîne YouTube, ton site, ton compte Instagram? Alors du coup, donc ma chaîne YouTube et mon compte Instagram sont sous mon nom, donc Anne-Sophie Pasquet. Et puis mon site internet pour l'instant s'appelle encore lecarnetdanso.com puisque c'est le nom qu'il avait depuis sa création il y a maintenant 4 ans et il va bientôt passer sous pour que tout soit aligné, donc sous la nouvelle adresse qui sera annesophiepasquet.fr, mais pour l'instant il est encore sous l'ancienne adresse, donc voilà, lecarnetdanso.com, et puis la chaîne YouTube tout simplement Anne-Sophie Pasquet. Et donc tu as créé des programmes vidéo pour aider les gens à quoi? À faire quoi? Exactement, donc j'ai créé plusieurs programmes donc sur 2 thématiques, on va dire, principales pour l'instant. La première, c'est sur les FODMAP. En fait, c'est pour aider les gens qui souffrent ce qu'on appelle le syndrome de l'intestin irritable, qui est aussi appelé parfois colopathie fonctionnelle ou syndrome du côlon irritable, donc qui ont en gros des problèmes de digestion sans que ce soit lié à une vraie pathologie comme des choses comme la maladie de Crohn ou des choses comme ça. Là, c'est vraiment plus un problème, on va dire, fonctionnel de digestion, et ce sont des programmes pour les aider justement à éliminer certains aliments de leur alimentation pendant un certain temps, puis les réintroduire petit à petit pour voir lesquels ils tolèrent le mieux et lesquels ça passe un petit peu moins bien, et donc pour les aider à soulager leurs symptômes sur le long terme et à réadapter leur alimentation en fonction de ce qui leur correspond. Et le deuxième programme, donc c'est plus pour aider les gens à diminuer leur consommation de sucre, tout en continuant à se régaler, parce que moi je suis une vraie gourmande et je trouve que c'est important de garder cette gourmandise, mais voilà, c'est vrai qu'on le sait de plus en plus, le sucre est pas forcément très très bon pour la santé, donc c'est un programme qui les aide à vraiment mettre des choses concrètes en place pour diminuer leur consommation de sucre au quotidien et se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête. Alors je voulais savoir, toi, comment tu vivais cette période de confinement? Eh ben plutôt pas mal, honnêtement. Alors bon, ça me change pas non plus, ça me révolutionne pas non plus la vie, puisque de base moi je travaille plutôt en freelance, donc je travaille souvent de chez moi. J'ai plutôt un rythme qui est pas comme les personnes salariées, on va dire, qui ont vraiment des horaires très fixes. Donc voilà, du coup j'ai plutôt l'habitude d'être chez moi et de travailler chez moi. Bon là je suis en Normandie chez ma maman, donc j'ai la chance d'être à la campagne avec une grande maison, un grand jardin, donc c'est vrai que c'est plutôt agréable, voilà, comme condition, on va dire, de confinement. Et franchement moi je trouve ça plutôt bien au final d'avoir un vrai moment un peu de calme, sans trop de distraction, en tout cas moins de distraction extérieure, parce que du coup je vois personne, voilà, mis à part avec les réseaux sociaux et internet, mais du coup j'ai vraiment moins de distraction, plus de temps, parce que je passe pas non plus trop de temps du coup dans le métro pour aller à ma formation ou à un rendez-vous, etc. Là je perds beaucoup moins de temps dans les transports, et je trouve que tout est beaucoup plus calme, même dehors. Je sais pas, ça fait une vraie sensation, je trouve, comme si on avait tout mis en pause. Et Ouais, ça te permet de ralentir. ouais, exactement. Et bon, après, je changerai peut-être de discours dans quelques semaines si jamais ça dure vraiment longtemps. Oui, ça fait qu'une semaine. Moi, c'est vrai que ça fait une semaine et j'ai l'impression que ça fait déjà 40 jours, mais... C'est un peu ça, on verra sur le long terme. Mais en tout cas, pour l'instant, ouais, moi, je kiffe ce confinement. Ce petit moment de pause et de ralentissement qui me permet de retrouver un peu plus de focus sur certaines choses où j'avais pas le temps de m'en occuper avant.
voilà, de lire, de travailler, de profiter de la vie autant qu'on peut. Ouais, t'as pris le parti de le prendre de façon positive aussi parce qu'effectivement tu as l'environnement qui te permet de le Oui, faire. ouais. Et mais ok. Exactement. D'accord. Et puis pour l'instant, effectivement, voilà, on a quand même, on peut aller faire quelques courses, donc voilà, j'ai de quoi cuisiner, j'ai de quoi faire quand même des choses voilà, les choses de base sont quand même encore disponibles. Internet est encore disponible, donc c'est pas mal aussi. Donc c'est sûr que ça joue effectivement aussi, voilà, pour apprécier un peu plus ce confinement. Et du coup, est-ce que en tant que naturopathe, de futur naturopathe, Ah oui. est-ce que tu peux nous donner des petits tips, des petits conseils pour renforcer ton système immunitaire pendant cette période un peu particulière? Oui, absolument. Bah, c'est vrai que ouais, on voit beaucoup de contenu en ce moment sur ça justement, comment booster son système immunitaire pour ne pas attraper le coronavirus ou s'en remettre plus vite. Alors c'est sûr que c'est des très bonnes astuces, mais il y a quand même un gros bémol à ça, c'est que en fait le système immunitaire, ça se prépare normalement toute l'année. C'est vraiment quelque chose qui se travaille sur le terrain, on appelle ça en naturopathie vraiment le terrain d'une personne. Donc bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut faire ponctuellement pour le rebooster un petit peu, le renforcer on va dire dans des périodes un peu plus compliquées comme celle-ci. Mais il faut savoir que voilà, le système immunitaire, ça se prépare quand même sur le long terme et tout au long de l'année avec des choses toutes simples en ayant une bonne hygiène de vie, donc en mangeant des aliments sains, etc. Et voilà, pour avoir vraiment un système immunitaire qui est fort tout au long de l'année et qui a pas des baisses de régime. Après, ce qu'on peut faire un peu ponctuellement, il faut savoir que le système immunitaire, il est très très lié à la qualité de la flore intestinale. Donc c'est pour ça aussi que c'est un travail sur le long terme, parce que la flore intestinale, c'est quelque chose qui se travaille pas sur une journée ou deux, c'est vraiment quelque chose à faire au long cours. Mais bon, quand on veut vraiment booster son système immunitaire de manière ponctuelle, on va dire que on peut quand même renforcer son apport de certaines vitamines, notamment la vitamine C et la vitamine D, qui sont très importantes pour justement pouvoir faire face à toutes les potentielles infections qui peuvent tourner. Donc pourquoi pas prendre dans ce cas-là des compléments alimentaires à ce moment-là, de vitamine C et D. Est-ce que par exemple la vitamine C, on pourrait on pourrait en prendre tous les jours de l'année? Ce serait possible ça ou pas? Ou c'est pas conseillé? Non, il vaut mieux, d'une manière générale, il vaut mieux éviter de prendre des choses vraiment sur le long cours. La plupart, en tout cas, des compléments alimentaires se prennent vraiment sous forme de cure. Alors, plus ou moins longue en fonction des compléments alimentaires. Ça peut être de une semaine, 15 jours à 3 mois, par exemple. Ça va dépendre vraiment, voilà, du complément alimentaire et de quoi on parle. Mais potentiellement, c'est quand même plus intéressant de prendre les choses sous forme de cure et de faire ce qu'on appelle des fenêtres thérapeutiques. Donc, des moments où on ne prend plus ce complément alimentaire pour que le corps réapprenne aussi à se débrouiller sans et s'habitue pas à ce qu'on lui amène ça tout le temps sous forme d'apport extérieur. Et puis évidemment, il est intéressant aussi de les trouver dans l'alimentation, même si les quantités sont parfois pas suffisantes, on va dire, quand on veut vraiment faire un apport plus important. Mais évidemment, la vitamine C, on la trouve aussi dans les fruits et légumes frais, tout simplement. La vitamine D, on la trouve en s'exposant au soleil, en respectant évidemment les consignes de sécurité entre guillemets, hein, de s'exposer de manière assez courte, mais régulièrement. Et puis après, en ce moment, on peut aussi prendre des choses comme du gingembre qui permettent aussi de dégommer un peu les virus qui pourraient passer par là. Donc ça peut être pris sous forme dans un jus de légumes, par exemple, rajouter un petit peu de gingembre dans son extracteur, des choses comme ça, ou se faire une infusion de gingembre, voilà. Ça, c'est vraiment, même quand on est malade, on peut vraiment booster un petit peu son corps avec du gingembre frais, tout simplement. Et puis il y a aussi après des huiles essentielles, même s'il faut toujours les utiliser avec prudence et sans en abuser, mais notamment l'huile essentielle de Ravinsara qui est une très bonne antivirale. Donc c'est une chose qu'on peut juste respirer à même le flacon, la diffuser dans l'air, des choses comme ça. Voilà, ça peut toujours être intéressant pour dans des périodes un petit peu ponctuelles comme ça. Et puis sinon de toute façon manger beaucoup de fruits et légumes, ça il y a pas de secret, hein, c'est vraiment là où il y a le plus de vitamines et de bonnes choses, et aussi éviter les aliments trop raffinés.
qui vont être pro-inflammatoires. Donc, par exemple, les pâtes blanches et le riz blanc, malheureusement, c'est ce sur quoi les gens se jettent dans cette période-là. Mais en fait, ça, c'est pas des choses qui amènent des vitamines, des bonnes choses au corps. Et ça, pour le coup, ça peut faire baisser le système immunitaire. Donc voilà, faites plutôt des courses de fruits et légumes si possible, plutôt que de pâtes et de riz, même si ça se garde moins longtemps. Mais voilà, c'est vraiment... J'ai fait des courses avant le confinement et j'ai acheté beaucoup de choses en boîte parce que justement le frais ça dure vraiment pas longtemps et je voulais pas avoir besoin d'aller en course tous les 4 matins. Et donc j'ai acheté pas mal de choses dans des bocaux. Au niveau des vitamines, je pense que c'est moins bien que le frais, mais c'est intéressant quand même dans tous les cas, ce sera effectivement moins bien que le frais, mais ça peut rester intéressant. Ce qui est le plus intéressant, c'est le surgelé. Parce qu'en fait, en général, les fruits et légumes sont cueillis et sont quasiment immédiatement surgelés, donc pas congelés, mais c'est vraiment ils sont vraiment surgelés. Donc c'est une autre technique qui fait que ça préserve un peu plus les vitamines et les minéraux par rapport à des choses qui sont en conserve, par exemple. Mais bon, ça restera quand même toujours mieux, on va dire, de manger une conserve de haricots verts plutôt que une assiette de riz blanc. Voilà, exactement. Dans tous les cas, il y a quand même les fibres, il y a quand même des bonnes choses qui restent dedans, des bonnes fibres qui vont nourrir justement cette flore intestinale qui va permettre de garder une bonne immunité. Donc voilà. Donc c'est effectivement qu'on peut pas forcément manger absolument du frais, ça restera quand même toujours mieux que rien. T'as d'autres petites astuces pour le système immunitaire ou... Écoute, c'est déjà pas mal. Après, ouais, en fait, le truc, c'est que il y a vraiment une chose qu'on apprend en naturopathie qui est assez frustrante quand on est en formation, c'est la phrase magique qui est ça dépend. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'on aimerait bien avoir un remède universel qui va vraiment fonctionner pour tout le monde et voilà. Mais en fait, ça va vraiment tellement dépendre du terrain de la personne, de la constitution de la personne, de l'environnement, que il n'y a pas forcément de principes qu'on peut appliquer et qui iront à tout le monde. Donc voilà, je préfère pas m'aventurer à donner trop de conseils trop précis. Voilà ce que j'ai dit déjà sur la vitamine C, vitamine D, des choses comme le gingembre, l'huile essentielle de Ravinsara. Bon, c'est des choses qui a priori peuvent être appliquées par tout le monde sans trop faire de mal, à condition que ça reste ponctuel. Et voilà. Mais après. Tout à fait. Et dans tous les cas, il vaut mieux se tourner vers un professionnel de santé, effectivement, avant de mettre quoi que ce soit en place. Exactement. D'où l'intérêt de consulter un naturopathe pour avoir effectivement des prescriptions, je ne sais pas comment on peut appeler ça. Des recommandations qui vont être... recommandations adaptées aux besoins. Voilà, vraiment personnalisées parce que vraiment chaque personne est tellement différente qu'un conseil pourra très bien fonctionner pour quelqu'un et beaucoup moins chez quelqu'un d'autre, voire pourra s'avérer dangereux. Donc il faut vraiment, vraiment individualiser aussi les choses. C'est ça qui est important. Est-ce que tu as aussi des conseils pour lutter contre l'anxiété ? Parce que clairement, on est de toute façon dans une atmosphère très anxiogène en ce moment, et même, je pense, les personnes les moins stressées au monde peuvent un petit peu paniquer, et je pense que ça peut être utile d'avoir quelques conseils pour lutter contre ça, pour au moins faire baisser un peu le taux de stress chez les gens. Ouais, absolument. C'est vrai que oui... même moi qui d'habitude ne regarde pas du tout les informations, le journal télé, là j'avoue qu'en ce moment je le regarde tous les jours parce que j'ai un peu envie de me tenir informée de ce qui se passe dans le monde. On a besoin de savoir où on va. C'est ça, un peu, et de savoir du coup il se passe quoi ailleurs, voilà. Et c'est vrai qu'en général c'est quand même très très anxiogène ce genre de les journaux télé et surtout en ce moment de base déjà, c'est ça. Et en ce moment jamais BFM TV là. Non, jamais. Donc déjà ça c'est un remède, voilà, ne pas regarder BFM TV, ça c'est clair. Après évidemment, mon premier conseil, ça va être ça, d'être vigilant sur le contenu que l'on consomme et que l'on ingère, entre guillemets. Regarder le journal télé, oui, pourquoi pas, si on a besoin de se tenir informé de ce qui se passe dans le monde. Et voilà, moi, la première en ce moment, je le fais, alors que d'habitude, je le fais pas. Mais malgré tout... bien penser à compenser tout ça avec plus du contenu inspirant, en termes de lecture, en termes de ce qu'on regarde sur les réseaux sociaux, en termes de séries qu'on regarde. Moi je t'avoue que toutes les séries
un peu trop dark, un peu anxiogène, un peu trop glauque, j'ai de plus en plus de mal et vraiment j'ai juste envie de regarder des choses qui sont plus voilà, qui me font rire, qui sont plus des choses un petit peu avec de l'espoir, avec voilà, des choses un peu plus parfois un peu plus légères mais en tout cas moins voilà, moins plombantes. Et puis bah voilà, je sais que les réseaux sociaux, surtout en ce moment où on est un peu coupé du monde, on a tendance à vraiment se tourner vers ça, mais il faut aussi rester vigilant et si ça fait une demi-heure que vous êtes sur Instagram et que d'un coup vous dites waouh, je me sens pas très bien là parce qu'en fait je vois toutes les stories de gens qui sont hyper anxieux, qui sont à se plaindre, etc. Bah peut-être que c'est un bon moment pour faire un petit break et d'aller voir un sketch qui nous fait rire, une vidéo de je sais pas, un chat qui tombe, des choses un peu plus rigolotes. Enfin moi c'est vraiment quelque chose où je suis de plus en plus vigilante à ce que je regarde et à ce que je consomme parce que je sens que ça m'impacte mais beaucoup beaucoup trop. Donc déjà ça et puis un autre conseil qui va paraître un peu bateau mais qui en fait est quand même relativement efficace, c'est tout simplement la méditation. Parce que en fait la méditation je l'ai vraiment compris justement grâce à ma formation. En fait il se passe vraiment quelque chose dans le corps, c'est pas juste de se dire bon bah je m'assois pendant 10 minutes et je fais rien. En fait dans le corps on va dire qu'on a deux systèmes. Au niveau du système nerveux, il y a le système orthosympathique et le système parasympathique. Et en fait, pour faire très simple, le orthosympathique, c'est ce qui nous met en action. Donc, c'est vraiment ce qui fait que, on se met en action, tout notre corps se met en action. Et le parasympathique, c'est plus pour la récupération du corps. Et en fait, dans notre société actuelle, on est beaucoup plus en orthosympathique qu'en parasympathique, parce qu'on est tout le temps à courir partout, on a toujours 1000 choses à faire, 1000 sollicitations, etc. Et en fait, l'avantage de la méditation, c'est que ça permet au corps de se mettre justement en parasympathique, ça permet de l'activer. Et donc, pendant ce temps-là, le système nerveux se calme et le corps récupère. Donc, c'est au-delà de ce moment où on est assis à rien faire, où des fois on peut se dire, mais qu'est-ce que je fous là, je m'ennuie. Nous, on a l'impression qu'on fait rien, voilà. Mais le corps, il taffe. En fait, c'est ça. Du coup, il taffe, mais dans le bon sens, puisque c'est vraiment un moment où ça lui permet d'avoir une vraie respiration, de récupérer et de mettre en œuvre tout plein de mécanismes dans le corps, un peu ce qui se passe comme quand on dort, par exemple, où ça permet vraiment de calmer le jeu, de calmer le mental, de mettre en place des choses dont on se rend pas forcément compte sur le moment, mais qui en fait, sur le long terme, sont vraiment importantes. Et après, on peut s'aider aussi avec la méditation de, pareil, une huile essentielle de lavande qui, en général, a tendance à vraiment rassurer, à calmer. C'est, on va dire, la plus classique qui peut être le plus facilement utilisable par les gens. Donc ça, c'est des petites choses, mais qui peuvent vraiment faire une différence, ouais. Donc il y a ça. Et puis, évidemment, au niveau de la respiration, la cohérence cardiaque, qui est aussi un truc très à la mode en ce moment, qui pareil en fait met vraiment le corps dans ce mécanisme de parasympathique et lui fait une petite pause qui calme un peu le mental parce qu'on est concentré sur sa respiration plutôt que d'être concentré sur tout ce qui nous inquiète. Et même si c'est 5 minutes, 10 minutes, bah, ça peut déjà faire quand même du bien. Même si voilà, on peut se dire que ouais, de toute façon 5 minutes ça va pas changer grand chose. Mais en fait, non, c'est 5 minutes qui sont très précieuses. Exactement. Franchement, ouais, c'est vrai que moi, des fois, c'est pareil. Je me dis, mais franchement, 5 minutes ou rien, c'est pareil. Donc, autant faire rien. Et bah si, en fait, vraiment, 5 petites minutes, déjà, ça peut faire du bien. Et puis, peut-être qu'on va y prendre goût et qu'on va se dire, bon, bah, peut-être que, en fait, je vais faire 10 minutes. Et puis, peut-être 10 minutes matin et soir. Et puis, voilà, sans se mettre la pression, évidemment. Hein. L'idée, c'est au contraire de faire ça pour se faire du bien. Mais même des temps faut pas courts. Le voir comme une contrainte. Non, voilà, évidemment, c'est pas le but. Mais même des temps assez courts, ça peut vraiment faire du bien, ouais. Et je crois que je t'en avais déjà parlé de ça. Et c'est une prof de yoga qui m'avait donné cette petite astuce quand j'étais dans une retraite. Et en fait, elle me disait de compter à l'envers de 20 à 0. Oui, pour compter ses respirations. Ouais. Moi, quand je comptais mes respirations à l'endroit, normalement, j'arrivais pas vraiment à me concentrer dessus. Et effectivement, de compter à l'envers, ça paraît bête, mais en fait, ça change tout. Mais absolument, j'y pense des fois, effectivement, je le fais, et c'est vrai qu'on est plus concentré parce que c'est moins naturel de compter à l'envers, et donc on est concentré sur ça et pas sur autre chose, et c'est vrai que ça permet de moins décrocher le mental, ouais. Enfin, de moins décrocher de ce qu'on fait, quoi, de moins laisser la place au mental. Vraiment, du coup, ancré dans le moment présent, dans ce qu'on fait, et c'est vrai que maintenant je fais ça et ça a tout changé, et effectivement j'arrive plus facilement aussi à rentrer en état méditatif, ce que j'arrivais pas forcément à faire avant. Et bon, après je dis pas que je suis une dingue de la méditation, hein. Je suis pas super forte là-dedans,
Mais c'est vrai que c'est plus facile, effectivement, de se calmer, en fait. En tout cas, ça offre un petit laps de temps de répit entre deux moments un peu anxieux, ouais. C'est ça. Et même si on a l'impression qu'on décroche tout le temps et que ça marche pas, ou voilà, ben en fait, si juste de pratiquer et de juste ramener son attention sur la respiration, même si ça fait 20 fois et qu'on se dit mais c'est pas possible, je n'y arrive pas. Et ben en fait, vraiment juste le fait de faire ça, déjà ça. Et je pense qu'on est dans une société où on a besoin d'avoir des résultats tout de suite. Et c'est vrai qu'on a tendance à, enfin en tout cas, et moi la première, clairement, j'ai vraiment du mal quand je vois pas des résultats tout de suite. Et du coup, le fait de pratiquer, ça me saoule. Et j'apprends vraiment de plus en plus à le faire en partant effectivement faire du yoga un peu dans des endroits où les gens paraissent peut-être un peu perchés de prime abord. Mais effectivement, ça m'ouvre beaucoup l'esprit par rapport à ça et à vraiment m'accrocher du coup et à persévérer et à pratiquer. Et effectivement, c'est là que tu vois toute la différence. C'est un petit peu frustrant quand du coup t'es obligé d'arrêter pendant un temps et que tu reprends et que t'as l'impression de reprendre à zéro. Mais bon, après, on retrouve vite le chemin, entre guillemets. Et une fois qu'on a eu un peu un déclic, je pense que là, effectivement, on se rend compte à quel point ça peut faire du bien. Et comme tu dis, il faut pas forcément attendre des résultats immédiats, mais juste en faire une habitude. Et sur le long terme, on va se dire, ah tiens, là, effectivement, c'est vrai que je vois qu'il y a une différence. Donc bon, ouais. il faut... Ouais, c'est vrai. Enfin, faut vraiment. Parce que moi, je suis une grosse anxieuse, comme tu le sais. Et c'est vrai que j'ai tendance à me dire, ouais, bon, bah, allez, c'est bon, ça marche pas, ça me saoule. Et en fait, ouais, faut vraiment. J'ai vraiment appris ça. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est ça, c'est de persévérer. Et avec le temps, ça vient, en fait, au bout d'un moment. Exactement. Et puis il y a aussi des jours où ça va être génial et puis le lendemain on n'y arrivera pas du tout. Donc ça et aussi, ça, c'est voilà. tellement frustrant. Ah oui, c'est clair. Ça c'est vrai. Mais il faut le savoir. Voilà, il faut l'accepter et se dire bon bah c'est pas grave, voilà, demain sera un autre jour il faut relativiser. Exactement, le lâcher prise. Le lâcher prise. On en parle souvent parce que, du coup, pour ceux qui savent pas, on est amis avec Anso dans la vraie vie et on en parle très très souvent. Exactement. On appelle ça le putain de lâcher prise. C'est clair, c'est un chemin de vie, quoi. C'est une aventure de tous les instants. C'est jamais acquis. Voilà. Non, c'est ça. C'est un vrai travail, mais on y travaille. Ouais, on y travaille bien, mais on sait pas si ça arrivera un jour, mais... Bon, en ce moment, on est un petit peu obligé de lâcher prise sur plein de choses. Ah bah oui, puis on apprend, effectivement. Là, c'est un apprentissage forcé, là. Mais, Ah bah là, c'est presque un petit peu trop violent, mais... C'est ça, on n'était pas prête, là, mais... Non, j'étais pas prête, mais personne ne l'était, mais ouais, effectivement, au moins, ça permet d'apprendre à la dure. Bon, maintenant, on va passer à la partie... éthique, ouais, je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Je voulais te parler un petit coup parce que quand même on est un peu dans la cause animale, toi et moi, donc je voulais qu'on parle un petit coup de véganisme et je voulais savoir pourquoi t'étais devenue végane et depuis quand tu es végane. Alors, ça fait maintenant un peu plus de 4 ans. Ouais, c'est ça, parce que j'ai commencé un 1er janvier, un 2 janvier. Donc, il y a un peu plus de 4 ans. C'était une bonne résolution ou non, c'était... en fait, il se trouve que la réflexion s'est faite en fin d'année et je me suis dit, bon, bah voilà, autant profiter du début d'année pour lancer ça. Donc, c'était un peu une bonne résolution, mais que je savais que j'allais la tenir celle-ci. Pour le coup, c'était vraiment voilà une vraie réflexion et une vraie volonté. Donc je me suis juste dit bah allez profitons du début d'année pour lancer ça, comme ça au moins c'est... Ça t'a donné une impulsion. Voilà, exactement. Donc ça fait un peu plus de 4 ans et en fait je suis devenue végane. À la base c'était ma première motivation, c'était vraiment pour les animaux parce que bah, je me suis rendu compte avec tous les contenus qu'on voyait de plus en plus, notamment via L214 ou d'autres associations comme ça, des vraies conditions d'élevage et des choses où en fait je pense que inconsciemment je savais, mais je me voilais totalement la face et je me disais mais non, c'est pas possible, si c'était vraiment comme ça se saurait. Et en fait bah voilà, j'ai fait quelques recherches et je me suis rendu compte que non, en fait c'était vraiment comme ça. Et moi, quand j'étais petite, je voulais être vétérinaire. C'est-à-dire que les animaux, ça a toujours été une passion chez moi. Et il y a un moment, je me suis dit, tu peux pas être cohérente en te disant que tu adores les animaux, que tu voulais être vétérinaire et en continuant à les manger. Il y a quand même un petit truc qui va pas dans cette réflexion. Donc voilà, donc c'est vraiment parti de là et j'ai fait la transition
En 3 mois, je crois, je me suis dit, un premier mois, j'arrête la viande, deuxième mois, j'arrête le poisson, et troisième mois, j'arrête tout le reste. Donc, pour me laisser... Donc les produits laitiers, les œufs. Exactement, tous les produits, les sous-produits d'origine animale, donc produits laitiers, Issus d'animaux. voilà. Et puis voilà. Et puis du coup, maintenant ça fait déjà 4 ans et je ne regrette pas du tout parce qu'en plus après j'ai continué à me documenter un peu. Je me suis rendu compte qu'au niveau écologie, c'était aussi quand même un peu un désastre, l'élevage intensif. Voilà. Alors que ça j'en avais aucune idée, donc j'ai vraiment appris ça justement en devenant végane et en creusant. C'est fou quand tout ce qu'on découvre avec par rapport à la cause animale. Enfin moi ça m'a vraiment ouvert. Mais sur un nouveau monde, quoi. Ça m'a ouvert tout un nouvel univers. Je m'attendais pas à ce que ça touche autant de facettes de notre quotidien, tu vois, et de notre planète. Enfin, ouais, c'est assez impressionnant. Ah ouais, non, moi ça m'a ouvert à vraiment un tas de choses. Et il y a énormément de choses qui ont changé dans ma vie au-delà de l'alimentation et du mode de vie vegan. Enfin, il y a vraiment plein de choses qui ont changé. Et puis, en plus, au niveau de l'aspect santé, donc je me suis rendu compte aussi en creusant le sujet que trop de produits d'origine animale sont pas forcément non plus très bons pour la santé, malgré ce qu'on peut penser, ce qu'on veut un peu nous faire croire avec tout ce qu'on entend. Et donc, je me suis dit que c'était une très bonne décision et que je ne regrette pas du tout. Et est-ce que c'est ça, tu penses, qui t'a directement ou indirectement amené à la naturopathie ? Alors c'est plus, je pense que c'est plus, on va dire, toutes mes recherches sur l'alimentation et la santé. Parce que voilà, si j'ai créé autant de contenu pour les gens qui souffrent du syndrome de l'intestin irritable, c'est que moi aussi personnellement j'en souffre depuis ma plus tendre enfance. Et donc j'ai fait énormément de recherches parce qu'on se retrouve souvent un peu démunis quand on souffre de ça et que derrière il n'y a pas de vraie pathologie. Du coup les médecins nous disent je peux rien faire pour vous en fait parce qu'il n'y a pas de maladie, donc voilà. C'est dur, hein. Ouais, C'est du coup très dur. c'est un peu j'ai cherché beaucoup de choses par moi-même et je me suis rendu compte en fait à quel point l'alimentation avait un impact non seulement sur la digestion effectivement, mais sur vraiment toute la santé et aussi même l'aspect mental. En fait, il y a vraiment on le sait de plus en plus, qu'il y a des vrais liens entre l'état des intestins et de la flore intestinale et l'équilibre mental d'une personne, ou la personnalité, l'énergie, etc. Donc c'est ça qui m'a... ça c'est vraiment un domaine qui me fascine, et j'en suis qu'au début, j'ai l'impression de mes recherches. Mais donc c'est ça. Et puis effectivement, je me suis rendu compte en devenant végane à quel point en fait tout ce que je pensais vrai l'était pas forcément. Donc les produits laitiers sont nos amis pour la vie. Non, en fait, pas toujours. Voilà. Donc en fait, c'est une combinaison de tout ça qui m'a amenée vers la naturopathie. C'est vraiment mais plus mes soucis de santé, de digestion, on va dire. Et puis mon changement d'alimentation. Donc tout ça, ça m'a amené vraiment à vouloir creuser encore plus le sujet. Et puis ce que j'aime bien dans la naturopathie, c'est que ça prend en compte pas que l'alimentation, il y a tout l'aspect global, de tout ce qui fait une personne, tout son environnement. Donc je trouvais ça intéressant aussi de pas se limiter forcément à l'alimentation, mais de prendre vraiment en compte tout ce qui peut faire une personne, aussi l'exercice physique, la gestion du stress, l'utilisation de méthodes naturelles. Voilà, c'est vraiment hyper global. Oui, on dit de la naturopathie que c'est une médecine holistique. Exactement, c'est ça. Pour dire que c'est global. Exactement. Et c'est ça qui est intéressant parce que effectivement, tu peux bien manger, mais si tu ne fais absolument aucun effort physique, jamais vraiment, tu marches pas. C'est effectivement, c'est un peu contradictoire, enfin pas contradictoire, mais l'un ne va pas sans l'autre, quoi. Exactement, l'alimentation fait pas tout, même au même titre que si tu manges hyper bien mais que t'es méga stressé et que ta vie est un enfer, que t'aimes pas ton travail, que t'as des relations qui sont pas du tout épanouissantes, t'auras beau manger super bien, tu seras pas forcément en super santé pour autant, parce que la santé c'est vraiment un mélange de plein de choses, quoi. Ouais. Ça, on a tendance à l'oublier. On pense que effectivement, si on mange bien, ça va tout régler, ça va régler tous nos problèmes. Mais et en fait, non. C'est hyper important, mais ça fait pas tout. C'est vraiment ça, quoi. Je pense que tout est important et c'est bien d'avoir, sans vouloir absolument être parfait dans tout, parce que niveau alimentation, c'est pas facile en plus de manger sainement tous les jours. Non, bien sûr. Ouais.
Et même, enfin voilà, au niveau du sport, on peut avoir de temps en temps des périodes où on est moins motivé. Oui, ouais. Donc voilà, mais ce qu'il y a, c'est de trouver son équilibre, son propre équilibre. Exactement. Sans se mettre non plus une pression de dingue, parce que du coup, ça va tout flinguer. Ah bien sûr, non mais c'est sûr. Du coup, ça va amener effectivement du stress et c'est pas l'objectif. Et c'est aussi une chose qu'on développe beaucoup en naturopathie, c'est la notion de plaisir. Elle est hyper importante. Donc voilà, c'est vraiment, comme tu dis, trouver son équilibre et de trouver voilà ce qui nous convient à nous entre un peu le principe du 80-20 quoi, de faire 80% bien et puis 20% de se faire plaisir, se lâcher un peu et puis voilà, juste vivre aussi quoi. Et c'est vrai que je trouve ça bien, tu vois, par exemple, même Marie, donc qui te fait surtout à toi, parce que toi, t'es sur Paris, moi non, Ouais. mais qui fait des gâteaux, qui fait des gâteaux à toutes ses copines, du coup, et c'est des gâteaux qui sont pas très sucrés, mais elle a vraiment ce truc de se faire plaisir, parce que la bouffe, ça lui fait plaisir. Toi aussi, tu disais tout à l'heure que c'était hyper important pour toi, et je trouve ça super qu'elle adapte, du coup, ses recettes pour que ce soit... ça reste du plaisir et en même temps c'est bon pour la santé quoi. Exactement. Et c'est faisable en fait, et on a toujours tendance à croire que oui bon bah si c'est bon pour la santé c'est que c'est dégueulasse. Ouais. Non, pas nécessairement. Eh ben non, en fait non, vraiment pas. C'est juste des habitudes un petit peu différentes à prendre et aussi une rééducation du palais parce que c'est vrai que si on a l'habitude de manger très sucré, on va manger un gâteau moins sucré, on va trouver ça absolument fade alors que en fait quand on arrive à rééduquer son palais un petit peu plus sur le long terme et qu'on s'habitue justement à des choses moins sucrées, là quand on va remanger un truc sucré, ça va nous paraître absolument immangeable parce que beaucoup trop sucré, on va vraiment sentir que oulala, ça nous fait pas du tout du bien. Donc c'est vraiment aussi des questions d'habitude et de changement un petit peu plus sur le long terme et qui peuvent se faire en douceur et sans frustration aussi. Oui, voilà, on n'est pas obligé. Il y a des personnes qui arrivent à tout changer du jour au lendemain, mais c'est clairement pas la majorité. Exactement, oui. Et effectivement, c'est des habitudes. Pour que les habitudes soient pérennes, je pense qu'au contraire, il faut les introduire petit à petit et pas tout faire d'un coup, sauf si effectivement on sent de le faire. C'est ça, ça dépend vraiment des personnes, mais c'est vrai que la majorité des gens ont plus de résultats en y allant doucement, sans frustration, en continuant à garder un peu du plaisir et pas changer ses habitudes du jour au lendemain. Et voilà, et d'autres vont pouvoir révolutionner complètement leur vie du jour au lendemain et garder ça sur le long terme. Voilà, comme vraiment, voilà, en naturopathie, on apprend, ça dépend. Et donc du coup, est-ce que tu peux nous dire comment manger vegan et équilibré, si tu as quelques petites astuces? Alors oui, c'est vrai que il faut savoir que c'est rigolo parce qu'en naturopathie, moi je pensais en débutant ma formation que on allait parler absolument du véganisme et que c'était le truc qu'il fallait pour tout le monde, voilà. Et en fait, pas du tout, parce que comme je l'ai dit, en naturopathie, on apprend que ça dépend. Donc effectivement, pour certaines personnes, ça va être très bien de manger vegan, et pour d'autres, ça peut être un petit peu plus compliqué. Donc il faut aussi savoir adapter en fonction de soi-même et de ce qui nous va ou pas. Mais globalement il y a quand même des choses qu'on peut appliquer au quotidien quand on est vegan et qui, dans tous les cas, nous feront du bien. Et en fait, on a beau se moquer un peu des véganes en disant ah mais du coup tu les trouves où tes protéines? Donc effectivement, il y a plein de protéines aussi dans l'alimentation végane et dans les végétaux, mais c'est vrai que quand on est vegan, il faut quand même faire attention à en avoir un apport suffisant parce que en fait, les protéines végétales, elles sont intéressantes parce qu'elles sont beaucoup moins acidifiantes pour le corps que les protéines animales, surtout la viande. Moi, Mais de ce que j'avais lu, elles étaient, de toutes mes recherches, je disais qu'elles étaient plus facilement assimilables par l'organisme aussi. Les protéines végétales ? Ouais. Eh ben non, non, okay. Justement. Comme quoi. C'est plutôt en fait, encore une fois, ça dépend. C'est vraiment le souci, c'est que pour certaines personnes, ça va être bien plus facile d'assimiler des protéines venant de la viande, par exemple, parce qu'elles sont déjà complètes et en fait, elles ressemblent aux protéines qu'on a dans notre corps à nous, hein, puisque nous aussi, chez nous, on a de la viande. Mais pour d'autres, ça va être totalement indigeste et elles vont pas réussir.
Et au même titre que les protéines végétales, en fait, leur principal souci, c'est qu'elles sont pour la plupart incomplètes. Donc en fait, une protéine, c'est une chaîne d'acides aminés, et dans les protéines animales, il y a toute cette chaîne d'acides aminés, elle est complète, alors que dans les protéines végétales, dans certaines, il va pas en manquer certains, mais disons qu'ils seront présents en moins grande quantité. Donc c'est pour ça qu'il y a eu pendant longtemps cette recommandation d'associer absolument une céréale et une légumineuse pour reconstituer un peu le puzzle de ces acides aminés et retrouver une protéine complète. Alors c'est vrai, mais on n'est pas obligé de le faire sur un repas précis. C'est-à-dire que l'équilibre, il va se faire sur une journée, voire sur plusieurs jours. Donc il n'y a pas non plus de psychose à avoir sur ça, de se dire il faut absolument, si je mange des lentilles, que je mange du riz avec, par exemple. Oui, parce que pendant longtemps, on a cru ça. Oui. Moi, au tout début où j'étais végane, c'était il y a 5 ans, je crois, 4-5 ans. Et c'était ça, il fallait manger effectivement tout dans le même repas, quoi. Et quelques mois après, j'ai appris que non, ça pouvait être effectivement sur plusieurs jours même. Voilà, en fait, le corps, il est quand même bien fait et il arrive quand même à rééquilibrer les choses plutôt bien. Donc, effectivement, en fait, mon conseil, ce sera vraiment il y aura 2 conseils. Le premier sera de varier la source des protéines. Donc, effectivement, de pas tout miser que sur un type de protéine, comme par exemple le tofu, où ça peut être un peu la chose qu'on peut faire quand on devient végétarien ou végane, on remplace tout par du soja, par du tofu. Donc effectivement, c'est une source de protéines, mais l'idée, ça va être aussi de varier. Donc il y a aussi des protéines, il y en a beaucoup dans les oléagineux, dans les légumineuses, dans les céréales complètes, dans les algues, voilà, enfin il y a plein de sources différentes. Donc l'idée, ça va vraiment être de varier, et mon deuxième conseil, ça va être de s'assurer d'avoir une source de protéines à chaque repas. Donc c'est là la différence, c'est qu'il n'y a pas forcément besoin de combiner des aliments à chaque repas, donc de combiner par exemple du riz et des lentilles. En revanche, c'est intéressant d'avoir une source de protéines quand même à chaque repas, quelle qu'elle soit, hein, donc parmi les différentes sources que j'ai citées avant. Et en fait, pour s'assurer que le corps, il a un apport qui va être continuel, je sais pas si ça se dit vraiment ça, mais qui va être continu, hein. Et donc ça va lui permettre de vraiment piocher ce dont il a besoin toute la journée, parce que le truc, c'est que certaines protéines végétales sont plus difficiles à digérer et donc à absorber chez certaines personnes, notamment quand on a des problèmes de digestion. Donc c'est pour ça que je modérais un peu ce que tu disais par rapport au fait que les protéines végétales sont plus facilement assimilables. Ça va dépendre vraiment de la source de la protéine et de la capacité digestive de la personne. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir vraiment une source à chaque repas. Et moi, c'est une chose à laquelle je faisais pas forcément attention avant. Je me disais, c'est bon, j'ai mon quota de protéines, ça sert à rien de faire trop attention à ça. Et en fait, maintenant, c'est vraiment, j'essaie vraiment de faire ça. Alors pareil, sans que ça devienne une source de psychose. Et voilà, hein, ça m'empêche pas enfin, je passe pas 1 heure à réfléchir à chaque repas. Ouh là là, est-ce que j'ai suffisamment de protéines? Voilà. Mais en fait, c'est des gestes tout simples, comme rajouter quelques graines de tournesol ou des graines de courge sur une salade. Ça peut être de manger une tranche de pain complet avec une soupe, par exemple. Voilà, c'est vraiment des petits apports, voilà, des petits gestes comme ça à chaque repas, de se dire, ah bah tiens, je vais me rajouter une cuillère à soupe de houmous, par exemple, dans mon plat, comme ça me fera une source de légumineuses. Voilà, c'est des petites choses comme ça qui font que moi, j'ai vraiment ressenti une différence sur mon corps à partir du moment où j'ai commencé à vraiment faire ça de manière un peu plus consciente. Et voilà, je trouve que c'est vraiment important de faire attention à ça. Et à partir du moment où on fait attention à ça et que, évidemment, on a une alimentation variée, équilibrée, là, il n'y a pas de souci, quoi. Et donc du coup, vu qu'on est dans l'alimentation et que tu es la spécialiste des FODMAP et du sucre, j'aimerais bien que tu nous parles un petit peu des FODMAP parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est. Donc c'est vrai que les FODMAP, c'est un bel acronyme qui veut dire en français à peu près, donc c'est fermentescible, oligosaccharides, disaccharides, monosaccharides et polyols. Donc là, ça ne vous avance pas beaucoup plus. En fait, pour tous ces noms un petit peu barbares, les FODMAP, tout simplement, ce sont des types de glucides qui ne sont pas absorbés dans l'intestin grêle, comme normalement le sont la plupart des aliments. Et donc, ils arrivent dans le côlon, donc dans le gros intestin.
Et c'est là qu'ils vont être digérés par les petites bactéries de notre flore intestinale. En fait, c'est vraiment, ça va être une source de nourriture pour ces petites bactéries qu'on a dans la flore intestinale. Et elles vont venir digérer ces glucides dans le côlon. Donc jusque-là, tout va bien puisqu'elles ont besoin de nourriture aussi. Et c'est très bien de consommer assez de fibres et ce type de glucides aussi. Sauf qu'en fait, en digérant ces glucides, elles vont former un peu comme des bulles de gaz, des bulles d'air. Et elles vont aussi attirer l'eau qui est présente dans les intestins. Et donc, chez la plupart des personnes, ça va bien se passer et voilà, la digestion va se faire tout à fait normalement. Et chez les personnes qui ont le syndrome de l'intestin irritable, ça peut déclencher toute une batterie de symptômes qui peuvent aller des douleurs de ventre, des ballonnements, des problèmes de transit, voilà, tout ce qu'on peut avoir un peu comme problème de digestion. Qui peuvent vraiment handicaper au quotidien. Exactement. On a tendance à banaliser les maux de ventre, ouais. Mais vraiment ça peut être une sacrée source de stress en plus du coup, ouais. et de mal-être au quotidien, parce que c'est une souffrance physique, mais du coup qui en devient psychologique. Hein, absolument, absolument, parce que c'est vrai quand on a mal au ventre tous les jours, on n'est pas bien, on a moins envie de faire des choses, on a moins envie de sortir, de voir des gens, enfin voilà, ça peut vraiment impacter le quotidien. Et c'est pour ça que c'est un peu déroutant, parce que quand on a le syndrome de l'intestin irritable, en gros notre médecin nous dit mais moi je vois rien, en fait vous n'avez rien, donc je sais pas, gérez votre stress. En général c'est la réponse qu'on nous donne. Donc effectivement le stress peut amplifier les symptômes qu'on peut avoir à cause du syndrome de l'intestin irritable, mais en fait la base c'est quand même lié beaucoup à ce qu'on mange. Et en fait, ces FODMAP, à la base, c'est des aliments sains. C'est-à-dire que les FODMAP, ils sont surtout présents dans des aliments comme les oignons, l'ail, mais aussi dans des aliments comme des pommes, des poires ou certains légumes, voilà. Donc, c'est des aliments qui, à la base, ne sont pas du tout nocifs pour la santé, bien au contraire. Mais c'est juste que chez certaines personnes, ils sont un petit peu plus difficiles à digérer. Donc, c'est un peu déroutant parce que moi, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça au début, je me dis mais je vois pas en quoi une pomme peut me donner mal au ventre. Il y a rien de logique là-dedans. Et effectivement, après, j'ai commencé à vraiment creuser le sujet et j'ai compris en fait pourquoi et que c'était pas comment dire, c'était pas que je faisais quelque chose de mal ou voilà, c'est juste que voilà, mon corps est fait comme ça et chez moi c'est plus sensible que chez d'autres personnes. Et au final, je me suis rendu compte aussi qu'on est très nombreux en fait à souffrir de ce syndrome de l'intestin irritable, mais sauf que les gens en parlent pas trop parce que dans notre société c'est pas hyper commun de parler de ces soucis de ventre, mais c'est pour ça que j'ai aussi voulu en parler parce qu'il y avait assez peu de contenu disponible sur le sujet et en fait les gens ont besoin de savoir un peu ce que c'est, ce qu'ils ont, pourquoi ils ont ça, et puis comment faire pour soulager les symptômes au quotidien, parce que c'est quand même ça aussi le but de la manœuvre. Ok, donc du coup tu proposes tout ça dans ton programme sur les FODMAP. Exactement, parce qu'en fait il y a l'idée avec les FODMAP, c'est de les éliminer totalement pendant une courte période pour vraiment calmer les symptômes et retrouver vraiment, on va dire, une sérénité digestive. Et puis ensuite, on les réintroduit un par un pour voir lesquels déclenchent des symptômes et lesquels n'en déclenchent pas. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'on est rarement sensible à tous les FODMAP, heureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Donc ça permet aux gens de vraiment identifier quels aliments, voilà, il va falloir quand même, ceux-là, il va falloir peut-être les éviter un petit peu plus, et puis lesquels ils peuvent consommer de manière totalement tranquille. Donc voilà, ça fait vraiment du bien quand on arrive à identifier, à mieux comprendre ce qu'on peut manger. Et voilà. Même du coup, quand tu manges quelque chose, enfin, si tu sais, par exemple, je sais pas, tu vas au resto et voilà, t'as ce truc, tu sais que ça va te faire du mal, mais donc tu vas avoir mal, mais effectivement, moins tu sauras, tu pourras l'identifier et t'es plus dans le flou total. Exactement. Et du coup, tu peux anticiper et te dire bon là, potentiellement, je sais que ça passe pas très bien, mais tant pis, je suis avec des amis au resto, je me l'accorde, c'est pas grave. Mais par contre, je sais quoi faire ensuite pour minimiser les symptômes, rattraper la chose et faire en sorte que ça ne dure pas des jours et des jours et pouvoir calmer ça plus rapidement. Donc c'est vraiment un super bénéfice d'avoir un peu plus de mieux comprendre et de mieux savoir quoi faire ensuite pour mieux vivre avec ça au quotidien. Ok, et du coup, donc tu as un deuxième programme sur le sucre. Oui.
Exactement. Donc ça, c'est aussi, à la base, je l'ai aussi créé, on va dire, un peu pour moi, parce que depuis toute petite, je fais des grosses hypoglycémies. Donc, et pareil, qui sont pas du tout liées à une pathologie, c'est-à-dire que j'ai pas de diabète, j'ai pas de problème de santé particulier, mais quand je mange du sucre, quelques heures après, je me retrouve vraiment en hypoglycémie totale, donc toute faible. Je suis vraiment pas bien. J'ai de nouveau envie de manger du sucre parce que mon corps réclame du sucre. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a vraiment angoissée quand j'étais plus jeune et jusqu'à ce que je comprenne en fait ce qui se passait. Et pareil, je me suis rendu compte que c'est des choses dont on parle pas forcément, où il n'y a pas forcément de contenu sur tout ça. Et puis donc j'ai testé un peu en commençant à parler un peu de sucre sur ma chaîne YouTube, sur mon blog, pour voir si ça intéressait les gens, voilà. Et je me suis rendu compte qu'en fait on était beaucoup à être concernés par ça, non seulement à savoir que le sucre c'est pas terrible pour la santé, ça on commence quand même à le savoir, mais aussi à ne pas forcément comprendre qu'est-ce qui était vraiment des aliments sucrés. Et de comprendre aussi que certains aliments qui semblent pas être des aliments sucrés sont en fait se transforment vraiment en sucre dans le corps. Et donc voilà, en gros dans mon programme j'aide les gens à mieux comprendre ça et puis surtout mieux apprendre à mieux on va dire mieux manger aussi au quotidien pour arrêter d'avoir des fringales de sucre parce que c'est hyper dur de résister quand on a une fringale de sucre. Donc moi, mon idée, c'est aussi de pas forcément lutter contre cette envie de sucre, mais faire en sorte de ne plus en avoir envie ou de moins en avoir envie, de manière en tout cas plus saine. Voilà, donc c'est tout ce que j'explique dans ce programme, sur toute une journée complète, qu'est-ce qu'on peut faire pour réapprendre un peu à manger avec moins de sucre, mais encore une fois, tout en gardant la gourmandise. Et moi, tu le sais bien, je suis la première à me régaler avec les gâteaux que nous fait Marie, et ça m'empêche pas de me faire plaisir, mais je n'ai plus du tout d'hypoglycémie comme j'avais avant. J'ai vraiment réappris à mieux manger à ce niveau-là, et je me sens mais tellement, tellement, tellement mieux que voilà, je voulais vraiment diffuser l'information parce que je me rends compte qu'on est aussi nombreux dans ce cas-là. Ouais, le sucre, c'est vraiment, j'en entends vraiment de plus en plus parler autour de moi. Moi, j'ai pas ce problème-là, donc du coup, je suis pas forcément un bec sucré. Et d'ailleurs, les seuls gâteaux que je mange avec beaucoup, beaucoup de plaisir, c'est ceux de Marie. Ceux de Marie. Ouais, et c'est vrai qu'il y a énormément de personnes qui se sentent concernées, qui sont pas forcément au fait, au fait de tout ce qui est naturel, healthy, etc. Et qui commencent à se questionner effectivement sur le sucre et sur tout ce que ça implique, effectivement, ouais. Et ouais, et c'est pareil, c'est un sujet que je trouve hyper intéressant parce que encore une fois, ce qu'on mange, ça peut modifier un peu pas qui on est parce que j'irai pas jusque là, mais en tout cas beaucoup de choses dans notre ressenti, dans notre façon de voir les choses aussi. Enfin voilà, c'est vraiment ce qu'on met dans notre assiette est quand même hyper intéressant et hyper important. Ne serait-ce que d'analyser comment on mange, ce qu'on mange. Exactement. De le faire plus, de vraiment faire les choses en conscience. Et encore une fois, ce qui n'empêche en aucun cas la gourmandise, mais juste de plus conscientiser voilà, ce qu'on mange, pourquoi on le mange, comment on le mange, et de parfois changer vraiment des petites choses au quotidien et qui, au final, font de grands résultats. Et voilà, et moi, quand je vois à quel point je me sens mais tellement mieux avec la façon dont je mange maintenant par rapport à il y a quelques années, que je me dis vraiment ça vaut le coup de se pencher sur le sujet et d'en parler parce que ça peut, voilà, c'est trop important pour pour qu'on n'en parle pas et tant mieux parce qu'on en entend de plus en plus parler en ce moment. Ouais, donc alors c'est qu'il y a super. quelques années, ça n'avait aucune enfin, c'est Ouais. vrai que oui, on n'entendait absolument pas parler. Non, pas Donc, vraiment. Et là, les gens comprennent de plus en plus et c'est super parce que voilà, c'est vraiment important. Ouais, je pense que le fait, enfin, je sais pas si c'est parce que je suis dans le milieu ou quoi, mais depuis qu'on parle beaucoup plus de véganisme, enfin que le véganisme est devenu une espèce de mode, même si pour moi c'en est pas vraiment une, mais bref, c'est devenu à la mode parce qu'on en entend parler. Je trouve que les gens du coup sont plus penchés sur la question de l'alimentation. J'ai l'impression que ça a vraiment amené une réflexion en tout cas sur le sujet. Ouais.
Ouais, c'est vrai que c'est chouette. Ouais, on en parle de plus en plus, oui, que ce soit le véganisme, le sucre, enfin, voilà, tout, l'alimentation en général, ça devient un vrai sujet et ouais, et tant mieux, vraiment. Ouais, tant mieux parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à remettre en question dans Oui, notre façon de consommer, exactement. effectivement. Ouais. Effectivement. Bon, moi, je pense qu'on a fait le tour pour ces sujets-là. Et ben Je ouais, sais écoute, pas je ce que pense qu'on t'en a déjà penses. dit pas mal de choses sur tout Ouais. ça, même si, oui, je pense qu'on pourrait en Il y aurait parler pendant encore... des heures et Oui, des heures, clairement. mais voilà, déjà, Clairement. je pense on a déjà dit pas mal de choses, pas mal de clés qui peuvent être utiles. Ouais, qui peuvent tout à fait apporter un peu de confort et de bien-être aux Ouais, personnes qui vont nous écouter. Tout à fait. exactement. Et moi, j'ai des petites questions à te poser pour finir de façon un petit peu plus légère. Mhm. Du coup, est-ce que pendant le confinement, tu portes des soutiens-gorge ou est-ce que tu fais du no-bra? Eh bien, figure-toi que depuis que je te connais déjà, j'en porte de moins en moins Je vois des vraiment pas soutiens. pourquoi. Je vois pas pourquoi. Donc déjà au quotidien, ouais, vraiment, j'en porte quasiment plus, sauf quand vraiment je mets des hauts voilà, où je me sens moins à l'aise de pas en mettre. Donc voilà, déjà avant le confinement, j'en mettais vraiment quasiment plus. Et alors là, clairement, en ce moment, c'est total no bras. Ah ouais, non, vraiment, en ce moment, on me fera pas mettre un soutien-gorge. C'est vraiment, non, pas de soutien-gorge pendant le confinement. Ouais, il y avait un tweet de Pénélope Bagieux, je crois, sur le sujet qui disait non mais on est d'accord, en fait, on n'en remettra pas des Non, soutifs, mais c'est c'est plus ça. possible. C'est ça. Une fois qu'on y a C'est tellement goûté, ça. c'est pas possible. C'est le retour en arrière est compliqué, effectivement. Ah ouais. Est-ce que tu en profites pour laisser pousser tes poils? Oui aussi. Ouais. Ouais. Ouais, j'avoue que oui, je me dis, voilà, autant les laisser De toute pousser façon, comme il faut il y et a puis, personne qui peut les voir. ouais, c'est ça, franchement, je me dis, bon, voilà. Après, c'est vrai qu'en général, j'ai tendance à m'épiler aussi pour moi parce que je préfère en général quand je suis épilée. Donc je sais que je vais quand même finir par m'épiler à un moment ou un autre dans ce confinement, même s'il dure très longtemps, parce que voilà, en général j'ai tendance à le faire aussi même juste pour moi, mais j'avoue que je suis quand même un petit peu plus laxiste sur ça en ce moment. C'est Ouais, un peu plus détente et je laisse mon corps vivre. tu m'étonnes. Et est-ce que tu te maquilles du coup? Ah non plus. Non plus. J'avoue que là, non, les seules personnes qui me voient sont ma maman et les animaux. Donc clairement, je me maquille pas. Mais du coup, c'est vrai que ça m'amène aussi quand même une petite réflexion parce que je me rends compte que en général, je me maquille pour moi parce que ça me fait plaisir et voilà. Mais quand même, beaucoup pour les autres. Hein. Clairement, les jours où je ne sors pas de chez moi, je ne me maquille pas. Donc c'est intéressant aussi, ouais, voilà, de réfléchir un peu plus à ces sujets-là. Et par contre, voilà, demain, par exemple, je vais a priori filmer des vidéos. Bon, bah là, clairement, je vais me maquiller. Hein. J'avoue que, voilà, oui, j'ai encore du mal autant les soutifs, c'est bon, j'ai plus envie d'en mettre. Autant le maquillage, j'ai encore du mal à vraiment m'en passer. Ouais, c'est Ouais. vraiment quelque chose. C'était une de mes abonnées, je crois, qui m'avait dit ça il y a longtemps sur un post que j'avais fait sur le maquillage, où elle me disait autant je me maquille jamais, mais par contre poster des photos de moi sur les réseaux sociaux où je ne suis pas maquillée, je peux pas, hein, je peux pas. C'est pas Ouais, possible. c'est un vrai sujet, ça. Hein. Moi, j'avoue que j'ai pas encore, pareil, j'ai pas du tout encore passé ce cap-là. Voilà, parce que aussi, voilà, ça me fait plaisir de me maquiller aussi et voilà, Oui, c'est j'aime pas, tu le vis bien. pas comme une contrainte. Non, voilà, c'est vraiment, ça me fait plaisir de me maquiller, mais justement parce que je le fais pas tous les jours. Parce que voilà, quand je le fais, c'est vraiment, voilà, ça me fait plaisir. C'est un peu un jeu aussi. J'aime bien mettre un petit rouge à lèvres aussi de temps en temps, ça, voilà. Mais c'est vrai que c'est un vrai sujet aussi, ça. Ça amène à réflexion. C'est vrai, tout à fait. Bon, bah, c'est tout pour mes petites questions. Donc, Super. bah, écoute, merci beaucoup pour tes réponses Ben et merci à toi, pour c'était très toutes chouette. les informations que tu nous as données. C'était vraiment super intéressant. Et puis, bah, écoute, je te souhaite une bonne fin de confinement. Eh ben merci, toi aussi, tiens le coup. Ça va bien se passer. Merci. Ouais, on va tout faire pour. On va s'en sortir. Oui, avec toutes les petites astuces que tu nous as données pour Voilà. l'anxiété et pour le système immunitaire, ça va le faire. Exactement. Je me fais pas de soucis. Et ben merci beaucoup, Anne. Je t'en prie, Gala. À Salut. plus. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à nous écouter que nous en avons eu de l'enregistrer et que vous avez appris plein de choses intéressantes.
Je vous invite à suivre Anso sur ses réseaux sociaux Instagram et YouTube, Anne-Sophie Pasquet, et sur son site lecarnetdanso.com. Je vous retrouve très vite dans un prochain épisode avec une nouvelle invitée et je vous invite à me suivre sur mon compte Instagram GalasVlog si vous ne le faites pas déjà. À bientôt!